Bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous fait rencontrer l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir notre premier invité, Bruce Dambolo, un ancien détenu au parcours atypique. Bonjour Bruce, merci de nous recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc en quelques mots, je m'appelle Bruce Dambolo, j'ai 35 ans, je suis originaire de Marseille, ancien footballeur professionnel qui a choisi de passer de l'autre côté malheureusement, qui m'a valu de passer une totalité de 11 ans de prison. J'étais, comme je l'ai expliqué, devenu footballeur professionnel, sachant que j'avais grandi dans un quartier, tout ça, et je n'avais eu aucun souci avant ça avec la justice. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à jouer en Italie, à une période où il y a eu une crise financière qui a frappé fort le milieu du football puisqu'on n'était plus payé, on n'était plus rémunéré. Et moi, étant un joueur français, me retrouver dans un pays loin de ma famille, loin des miens. À côté de ça, des problèmes de famille aussi, séparation des parents. Ça m'a fait perdre mes repères. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans le vol à main armée. Et j'ai décidé d'aller braquer des bijouteries avec des amis. Et quel âge avais-tu à ce moment-là ? À ce moment-là, j'étais tout jeune. J'avais, que je dise pas de bêtises, entre 18 et 20 ans. Là où j'ai vraiment commencé, c'était, je veux dire, à l'âge de 18 ans, c'est là où j'ai commencé à pas percevoir de salaire. Donc c'est là où j'ai commencé à beaucoup m'interroger. Et je pense que le passage à l'acte, il s'est fait dès que je venais d'avoir 20 ans. En fait, j'ai eu 2 expériences en prison parce que j'ai eu 2 incarcérations. J'ai eu la première incarcération entre mes 20 et 23 ans. Et j'en ai eu une autre qui était entre mes 25 et mes 34 ans. La première incarcération n'était pas du tout la même que la deuxième, dans le sens où, au moment où je rentre en prison, je n'étais pas un délinquant. J'ai commis des actes de délinquance, mais je n'étais pas au fond de moi un délinquant, je n'étais pas quelqu'un fait pour ce milieu-là. Par contre, une fois en prison, c'est là où je suis devenu un délinquant. C'est là-bas où je me suis vraiment formé. Donc je suis rentré en prison en tant que suiveur et j'en suis sorti en tant que leader. La longue peine qui a suivi, parce que j'ai été jugé 2 ans après, a fait que je me suis encore plus affirmé dans ce milieu-là parce que j'ai pris une très grosse peine. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai fait des rencontres avec des gens qui ont passé plus de 30 ans de prison, notamment une personne en particulier. Et en une conversation, j'ai eu un déclic. Cette conversation, si vous voulez, elle tournait autour du fait qu'il m'expliquait que lui, malgré qu'il soit dans les journaux, dans les films, que son nom soit cité dans les plus gros bouquins de caïds français, il n'avait pas eu de vie puisqu'il avait passé ses années en prison, que ses enfants, il n'avait pas pu les voir grandir, qu'il pensait qu'il allait mourir en prison. En gros, il m'a dit, mais Bruce, dans ce milieu-là, il n'y a personne qui réussit. C'est juste une illusion. On est là, certes, on rigole parce que voilà, on assume, on est des hommes, mais au fond de nous, on est détruits. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, tu penses que si je devais recommencer ma vie, j'aurais choisi cette vie-là ? Et il m'a dit, je me rappelle de ces phrases, il m'a dit, toi, tu as un potentiel pour réussir. Tu sais que toi, si tu bascules du côté du grand banditisme, il m'a dit, tu pourras devenir quelqu'un dans le milieu. À ce moment-là, je pensais qu'il était en train de me recruter pour rentrer dans une équipe de voyoucratie. Et j'étais ouvert à tout, en fait. Il suffisait qu'il me dise, quand tu sors, tu vas récupérer l'argent à tel endroit, tu vas faire telle chose. Je l'aurais fait parce que j'étais perdu à ce moment-là de ma vie. Et pour moi, je me considérais comme ancré dans ce milieu-là et que je pouvais plus jamais en sortir. Et là, d'un coup, son discours, il bascule. Il me dit, mais si vraiment tu choisis de basculer dans ce milieu-là, c'est qu'en fait, t'es un gros con parce que tu n'auras rien compris à la vie. Et c'est là où il enchaîne en me disant, regarde ma vie, tu crois que j'ai réussi ? C'est pas ça la vie. Et il m'a dit, toi, tu as un potentiel pour faire les choses bien et réussir en toute légalité. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Autrement, c'est mort. Soit tu vas te faire tuer, soit comme moi, tu vas faire 30 années de prison. Il m'a dit, moi, je veux bien te revoir à l'extérieur. Mais que si tu me ramènes des projets légaux. Fais les choses bien et ton intelligence, mets-la dans les choses positives. Et voilà, un discours comme ça qui m'a scotché. Et à chaque fois qu'on pose la question à des gens, au final, même avec des jeunes, dès que je leur pose la question, cite-moi un exemple de quelqu'un qui était vraiment dans le milieu de la voyoucratie et qui s'en est sorti. Il va te sortir un nom, parce qu'il y a toujours des gens qui se croient plus intelligents que d'autres. Ils vont te sortir un nom, mais quand tu vas poser 1 ou 2 questions, elle a passé combien d'années de prison ? Elle a fait 11 ans de prison. J'ai dit, ben voilà, pendant ces 11 ans, c'est ça que tu penses, la personne, tu penses elle a pas raté sa jeunesse, elle a pas fait souffrir sa mère, il n'y a pas des séquelles à vie de ces 11 ans d'incarcération, ses enfants, tout ça. Et là, tu réfléchis, tu dis non, ça vaut pas le coup. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, comme être au proche de sa famille, au proche des siens, ça n'a pas de prix. Et en parlant justement de la famille qui souffre lorsqu'on est incarcéré, comment la tienne a vécu la chose et comment ta relation a évolué avec eux à cause de l'incarcération ? Ben moi déjà, à la base, avant d'être incarcéré, dû au fait que j'étais beaucoup dehors, j'étais beaucoup dans mon milieu sportif, je n'étais pas du tout proche de ma famille. Mais vraiment pas du tout. Je les aimais, attention, mais involontairement, je ne me rendais pas compte qu'il n'y avait aucun contact, aucune discussion. À la limite, j'étais plus proche des gens à l'extérieur que ma propre famille.
Et au final, quand je me suis retrouvé en prison, je me suis rendu compte que ceux qui étaient là pour moi, c'était ma famille en fait. Au final, les amis, après, les amis font leur vie, ils avancent et ils peuvent pas t'accompagner dans des années de galère. Donc au final, moi, la prison, elle m'a rapproché de ma famille. Mais quand tu te rends compte qu'au final, il y a des choses qui n'ont pas de prix, tu te dis que pour rien au monde, même pour une poignée de millions de dollars, eh ben, je relaisserai ma famille encore tomber. Et sachant que, franchement, j'ai réalisé que la prison, elle est beaucoup plus difficile pour la famille que pour le détenu en lui-même. Nous, on est en prison, on va manquer de liberté, certes, mais on va vite s'adapter au milieu. On va vite s'adapter, on va trouver des amis en prison, on va rigoler ensemble, on va se plaindre de temps en temps de ne pas être à l'extérieur, on va avoir peur de se faire tromper par sa petite amie. Mais la famille, ce qu'ils vivent à l'extérieur, c'est différent parce que c'est sur un quotidien, c'est une absence qui fait mal. Tous les soirs, pendant ces 11 années de prison, ma mère, elle a pas bien dormi en fait. Elle a pas bien dormi parce que son fils, il n'était pas là. Et tu disais que tu étais entré suiveur dans ta première incarcération et que tu en étais sorti leader. Et selon toi, à quoi est-ce que c'est dû ? Je suis passé de celui qu'on appelle pour venir tenir un sac, à celui qui appelle les gens pour qu'on puisse venir lui tenir les sacs, à celui qui tient l'arme, à celui qui fait tout en fait. Le cerveau, celui qui va déterminer les rôles à tout le monde, celui qui va choisir l'endroit où aller braquer, celui qui va choisir l'heure. Donc je pense que je suis passé d'un extrême à un autre en fait. Et pour toi, cette transformation s'est faite en prison ? En raison des rencontres que tu as faites, c'est ça par exemple ? Cette transformation, elle s'est faite en prison et la réputation et ton nom, il grandit en prison. Pendant que tu es en prison, tu as ton nom à l'extérieur qui jase, les gens parlent de toi. Et quand tu sors et que les gens se rendent compte que tu es encore debout, que tu es encore plus solide, là c'est l'apothéose. Tu te dis ça y est, je suis intouchable maintenant, ça y est, je suis quelqu'un. Les gens, ils ont peur de toi, mais tu te rends pas compte qu'en fait cette peur, elle peut s'estomper du jour au lendemain. C'est-à-dire que dès que tu arrives à des endroits, ils vont se mettre presque limite se prosterner devant toi et tu te dis que tu es en sécurité, mais en fait non. À la différence d'aujourd'hui, quand je vais dans des endroits, les gens me respectent. Les gens me respectent parce que justement, j'ai arrêté les conneries. Et c'est ce que j'essaye aussi c'est des valeurs que j'essaye d'inculquer quand je suis confronté à des jeunes. Parce que quand on est jeune, on veut la réputation, on veut être craint. On cherche pas à être respecté. Comment était ton quotidien en prison ? Mon quotidien en prison, dans ma première incarcération, c'était n'importe quoi. Je passais mon temps à me battre, à chercher à ce qu'on me craigne. Beaucoup de sport. J'étais footballeur, donc en prison, j'étais respecté aussi footballistiquement parlant, parce que j'étais plus fort que pas mal de gens. J'ai quand même réussi à obtenir un diplôme, j'ai eu un DAU littéraire, mais je l'ai eu sans forcer parce qu'il y avait 4 disciplines. Il y avait français, espagnol, et j'avais joué en Espagne, donc je maîtrisais la langue espagnole. Italien, j'avais passé 2 ans en Italie, donc je maîtrisais l'italien. Et la dernière, il fallait choisir une matière où j'étais en difficulté, je crois que c'était j'ai pris géographie. J'étais nul, mais je savais qu'avec le cumul des autres, j'allais avoir la moyenne, et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme. Si tu veux passer ton brevet en étant en 3e, tu peux le passer. Si tu veux passer ton bac, en prison, on a vraiment le cursus scolaire, il est intégré en prison. Et du coup, dans ma première incarcération, j'ai rien fait d'extraordinaire. Par contre, dans la deuxième, tout était différent parce que je savais que j'allais partir pour une très grosse peine. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je tue le temps pour pas que le temps me tue. Et pour tuer le temps, je me suis inscrit à toutes les activités culturelles qui étaient mises en place, notamment le théâtre. J'ai joué beaucoup de pièces de théâtre et à un moment donné, on m'a même demandé d'écrire une pièce de théâtre qui était aussi une de mes plus belles expériences en prison. J'ai appris à jouer de la musique, j'ai appris à jouer de l'instrument justement avec ces gens issus du grand banditisme. Donc j'ai appris à jouer de la batterie, j'ai appris à jouer de la guitare basse parce qu'il y avait un orchestre au Beaumet, il y avait des instruments, tout ça, donc c'est là-bas que j'ai appris. J'ai appris à faire de la radio, j'ai fait de la radio en prison, Radio Beaumet, j'étais animateur de l'émission de radio en interne. Lorsque j'ai été transféré dans la prison en région parisienne, il n'y avait pas de groupe de musique, mais il y avait les instruments. Donc j'ai créé un groupe de musique. Et cette fois-ci, au lieu de recruter des gens pour faire des braquages, j'ai recruté des détenus pour faire de la musique. Le groupe a été créé en 2014 et de 2014 à 2019, il y a eu des concerts qui ont été faits même à l'extérieur. On avait un groupe de musique, la prison nous a donné accès à une salle où on pouvait aller répéter tous les jours. Et du coup, c'était, la prison, au bout d'un moment, je la sentais même plus, quoi. Parce qu'on avait nos activités entre le sport, le théâtre et la musique. Je sentais plus le temps passer, en fait, en prison. C'est pour ça que je vous dis qu'au final, j'éprouve plus de difficultés, moi, dans mon cas, en étant sorti de prison, où il faut retrouver une place dans la société, plutôt qu'en prison, où je m'étais mis dans un rythme, dans une bulle, qui ont fait que j'ai réussi à m'évader psychologiquement de ma cellule. Mais malheureusement, moi, je suis un cas particulier, dans le sens où pas tous les détenus sont disposés à se mettre en avant sur scène, à faire du théâtre, à faire de la musique. Dans mon cas, moi, j'ai réussi à m'adapter comme ça. Du coup, t'as dit que pour ta deuxième incarcération, tu partais pour une longue peine. Et du coup, c'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là ? Quand j'ai compris et j'ai réalisé que je partais pour une longue peine, c'était dur de se projeter en fait. Moi, quand je suis rentré en prison au Beaumet, c'était en 2010, quand j'ai vu les conditions dans lesquelles j'allais devoir passer du temps au Beaumet, sachant qu'à l'époque, c'était en 2010, la prison, elle était insalubre. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer, la prison. Et je me disais, mais je sortirai jamais vivant d'ici. Et voilà, je me suis mis dans le bain sans me projeter, parce qu'on peut pas se projeter. Quand t'es en 2010 et que tu sais que tu vas sortir vers 2020,
Tu peux pas te projeter sur 10 années, c'est impossible. Il faut que tu arrives psychologiquement à faire arrêter la notion du temps. En 2 mots, pour te donner une image, c'est comme si, tu sais, dans les films, des fois, pour faire passer le temps, on met les gens dans un congélateur et ils ressortent. Eh ben, je me suis mis dans cet état d'esprit. À côté de ça, je faisais des activités théâtrales. À côté de ça, je faisais la musique. Et ces 3 choses-là, ça prenait énormément de temps et ça me demandait énormément d'énergie, sachant que quand je rentrais le soir dans ma cellule, c'était pas terminé. Il fallait que je prépare des cours de musique pour les musiciens. Il fallait que j'écoute des musiques, que je travaille, quelle musique on va pouvoir faire, qu'est-ce que je vais apprendre au batteur, comment je vais apprendre au batteur à faire le bon rythme, le bassiste, à quel moment la musique il va rentrer, le guitariste, à quel moment, quel accord il va jouer, le pianiste. C'était un travail, donc je dormais pas en fait, j'avais plus de vie. Voilà, je le dis comme ça, vous pouvez peut-être pas vous imaginer, mais quand on a fait des concerts en détention, c'était pour moi des sensations que j'oublierai jamais de toute ma vie. Te retrouver face à un public qui est constitué de détenus, avec des gens autour de toi qui sont là, qui montent sur scène pour la première fois de leur vie, qui à la base sont rentrés en prison et avaient une étiquette de « ouais, vas-y, moi nique sa mère, moi je suis un prisonnier, je baise la France, je baise la police ». Et là, tu les vois avec une guitare chanter du Johnny Hallyday. Ah, c'était magnifique. En fait, si tu veux, moi j'avais carte blanche de l'administration pénitentiaire de la prison, parce que dans mon groupe, plus d'une fois, je me suis retrouvé à intégrer des profils difficiles à gérer en détention. Je sais pas si vous imaginez. D'un côté, vous voyez un détenu qui est là-bas en promenade, qui insulte les surveillants, que les surveillants veulent tabasser parce qu'ils en peuvent plus de lui. Et quand vous le voyez dans la salle de répétition, vous voyez quelqu'un sourire, vous voyez quelqu'un qui s'investit, vous voyez quelqu'un qui arrive à dialoguer avec les surveillants du coup, parce que les surveillants qui viennent regarder les répétitions. Et du coup, ça crée des liens comme ça et ça fait quelque chose d'incroyable. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé. Je suis sorti de prison, on m'a rappelé pour y retourner, pour y faire un concert encore. Mais ce groupe de musique, il était particulier. C'était la seule activité où on était autonome, où on pouvait se retrouver dans une pièce entre nous sans surveillance. La seule. Déjà, il y a un sous-effectif dans les prisons et ils ne pouvaient pas mettre un surveillant dans une salle de musique en train de regarder les... Non, c'est impossible. Donc l'administration pénitentiaire a décidé de me faire confiance. Et ça s'est même aussi élargi au niveau des femmes. Parce qu'à un moment donné, quand on était qu'entre garçons, j'ai interpellé l'administration pénitentiaire en leur disant « Écoutez, il y a des filles, je suis sûr, qui aimeraient faire du piano, qui aimeraient chanter avec nous. Elles me sollicitent beaucoup pour le faire. Et j'aimerais qu'on fasse un test. » Et on m'a laissé carte blanche. On m'a ramené, j'ai dû choisir des filles, j'en ai choisi 3. Et je les ai mises en tant que choristes dans mon groupe. C'est-à-dire que là, c'est encore une autre dimension. On se retrouve dans un contexte où on a un groupe, on a des filles qui apportent aussi leur voix, tout ça. Mais quand on a fait des concerts, c'était, je sais pas si j'arriverai pas, je peux pas vous montrer d'image, voilà, mais c'était extraordinaire. Voilà, je sais que j'ai réussi à créer quelque chose. Malheureusement, j'ai été libéré. Malheureusement. Non, bon, au final, j'ai été libéré. Et malheureusement pour le groupe de musique, il n'a pas pu, parce que voilà, il n'y avait pas de deuxième Bruce qui pouvait s'investir autant. Une autre anecdote, un truc incroyable si je peux me permettre. Un jour, on avait un concert qui était prévu pour telle date. Quand il y avait des concerts dans la prison, ça parlait que de ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des guitaristes du groupe qui a obtenu une permission de sortie de 3 jours. Et le 3e jour, il tombait sur la date du concert. Donc on pouvait pas faire avec lui. C'était le seul guitariste du groupe. Et là, voilà, on apprend la nouvelle et tout. Bon, on est content pour lui. On lui dit, bon, voilà, c'est bon, t'as eu ta perme, c'est bien et tout. Et il dit, ouais, mais les gars, le problème, c'est que, en gros, ça veut dire que je vais vous laisser tomber. Comment vous allez faire sans moi? Je suis le seul guitariste. J'ai dit, mais on s'en fout, on mettra pas de guitariste. On mettra un piano, on va se débrouiller. Et le jour avant, on se prépare à faire le concert sans guitariste. Le mec, il est revenu un jour avant la fin de sa permission. Il est revenu exprès, il est rentré plus tôt. C'est-à-dire qu'il avait 3 jours à passer Et c'est un mec qui était en prison depuis 5 ans. Il avait 3 jours à passer à l'extérieur. Il en a passé que 2. Et il est rentré en prison pour pas nous laisser tomber pour faire le concert. Il m'a dit, si j'avais pas la musique pendant ma détention, là, si j'étais pas avec vous, ce groupe d'amis, ce groupe de musique, il m'a dit, j'aurais pas passé ma prison comme je l'ai passé. Il m'a dit, là, je suis en prison, j'arrive à faire abstraction de l'enfermement grâce à la musique. Il m'a dit, j'ai ma guitare en cellule, je me languis à chaque fois les répétitions d'être avec vous, rigoler. Ça m'a sauvé en détention. Il m'a dit, et ma famille l'ont compris. Et du coup, tu as vraiment créé des liens avec des gens en prison et qui sont maintenant tes amis. On peut parler de vraie amitié, par exemple. Ben, je vais pas te cacher que 80% des gens que je fréquente aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus en prison. Pour répondre à ta question, je vais même te dire encore mieux. La plupart des gens qui étaient dans le groupe, ils sont libres maintenant. Ils me disent, Bruce, on veut reconstituer le groupe à l'extérieur. Et je pense que c'est un des projets aussi que je mettrai en place, c'est-à-dire de reconstituer ce groupe et d'aller jouer en prison. Et comment étaient les relations entre détenus et surveillants de prison? Avec moi, ça passait très bien, le courant passait très bien.
C'est dur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que un prisonnier de base qui est en mode wesh wesh, il va tout faire pour être en conflit avec les surveillants, pour montrer que c'est un bonhomme, comme certains dans les quartiers avec la police. Moi, le truc, c'est que pour gagner une paix sociale en prison, pour qu'on me fouille moins, pour qu'on me casse moins les bonbons, je faisais en sorte d'être bien avec tous les surveillants. Mais là où je t'ai dit que c'était compliqué, c'est par rapport au regard des gens. Parce qu'en prison, quand certains voient qu'un détenu s'entend bien avec les surveillants, il peut être mal vu, mal perçu, mais de là à insulter gratuitement quelqu'un qui fait son travail, qui t'a rien demandé, qui veut pas ton mal, non, je suis pas d'accord. Moi, en ce qui me concerne, les surveillants ils viennent, bonjour surveillant, bonjour monsieur Dombolo. Le lendemain, bonjour surveillant, ça va? Oui, et toi ça va? T'as passé une bonne journée? Ouais, nickel, on va faire la musique. Ah, la musique, ça se passe comment? Moi, c'est dans ce climat-là que j'ai passé mes années d'incarcération. Je peux pas passer des années d'incarcération en me disputant tous les jours avec les surveillants. Un jour ou l'autre, ils vont me tabasser ou ils vont me... Et voilà, des fois, malheureusement, ça termine mal pour certains parce qu'ils rentrent dans ce truc de se dire oh, faut qu'on insulte. Mais non, c'est pas ça. T'as fait des conneries, le surveillant, il est là. C'est pas un métier que j'affectionne tant que ça parce que voilà, c'est quand même un métier d'enculé, excusez-moi du terme. Mais je respecte maintenant les gens qui choisissent de faire ce métier. Moi, il y a des surveillants qui viennent, c'est des mères de famille, c'est des gens avec qui j'arrive à avoir des échanges. Et donc, ça se passait plutôt bien avec les matons, comme tu dis, mais tu disais aussi t'avais été parfois obligé de faire partie de certains trafics pour gagner ta vie en prison, parce que les rémunérations que tu avais n'étaient pas suffisantes. Ben, imaginez-vous, regardez, j'avais un salaire, au niveau du temps, j'étais payé à 11 € la journée, alors que je faisais 8h midi et 13h30, 17h. 11 € la journée. Ça me faisait un salaire de 200 et quelques euros le mois. Et comment tu utilisais cette rémunération? Tu avais besoin de payer quoi concrètement? En fait, l'argent en prison, il te permet de pouvoir te nourrir correctement. Déjà, rien que ça. Faut savoir qu'on est nourri en prison, mais on nous donne de la nourriture qui n'est pas... Voilà, si tu manges que ce qu'on te donne, tu craques. Alors que en étant rémunéré, ça te permet de pouvoir acheter des ingrédients pour bien manger. Tu t'achètes des pâtes, tu achètes des légumes, tu achètes des boissons, tu t'achètes tout un tas de choses qui vont te faire aussi, qui vont faire en sorte que tu puisses avoir une bonne alimentation assez équilibrée, tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir percevoir de l'argent en prison, même si c'est pas beaucoup. J'oublie pas, moi je fumais pas, mais il y a ceux qui fument. Ils sont obligés de percevoir des revenus pour acheter des cigarettes. Mais après, à côté de ça, il y a des gens qui ont des responsabilités à l'extérieur, qui ont leur femme qui paye le loyer. Si tu te dis, ouais, pendant 10 ans, j'ai travaillé au SMIC, ça facilite ta réinsertion, en fait. Entre tes deux incarcérations, qu'est-ce qui t'a poussé à récidiver? Il n'y a rien qui m'a poussé à récidiver, je me suis poussé tout seul. En prison, je me suis formaté, en fait, à me dire que non, mais ça y est, je suis un voyou maintenant. Je vais pas aller travailler, je suis un bouffon si je vais travailler. C'est les bouffons qui vont travailler. Et à peine j'ai mis un pied dehors, je suis sorti, je crois, le mercredi. Ben, le mercredi d'après, j'étais déjà en garde à vue et je suis retourné en prison. Et peut-être que si tu avais eu des exemples de bonne réinsertion, tu t'en serais sans doute mieux sorti? En fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que mon incarcération, elle a duré 2 ans. Et moi, quand je suis rentré en prison, j'étais footballeur professionnel. Donc, je me suis dit qu'au bout de 1 mois, 2 mois, ils allaient me laisser une deuxième chance. Ils n'allaient pas me laisser pourrir ici. Et donc, pendant 2 ans, je me voyais sortir chaque semaine. Donc, au bout d'un moment, quand ils n'ont pas voulu que je reparte en Espagne dans mon club pro, tout ça, eh ben, je me suis constitué moi-même en tant que victime. Et j'en voulais à l'État, j'en voulais à la société, j'en voulais à la justice. Je me suis dit, ah ouais, vous voulez pas que vous m'avez pas laissé une deuxième chance, vous m'avez laissé 2 ans dans ce trou à rats, eh bien vous allez voir maintenant. Plutôt que me remettre en question et me dire, voilà, si je suis pas sorti, c'est parce que j'ai quand même braqué. Braquer, c'est grave. Non, je me suis positionné en tant que, ouais, j'ai braqué, mais on fait tous des erreurs, fallait me laisser sortir au bout d'1 mois, 2 mois. La réinsertion, est-ce qu'elle est plus dure que la prison? Sans hésitation, oui. Ça a été plus dur pour moi de la réinsertion que la prison elle-même. Il y a d'autres détenus qui te diront non. Peut-être des gens qui ont déjà une situation stable à l'extérieur. Après, ça dépend aussi le temps que tu y as passé. Quelqu'un qui a fait 6 mois de prison ou 1 an de prison, il te dira pas la même chose que moi. Moi, je te parle de ceux qui ont fait des grosses peines de prison aussi. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans pour retrouver un début d'équilibre. Et pendant ces 2-3 ans, tu en baves, hein. T'en baves. Quand tu sors et que tu te retrouves dans une ville comme Paris, en plus, où la vie est très 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 chère, et que tu ne puisses pas t'autoriser de faire ça, Pour t'autoriser à faire ça, il faut que tu ailles travailler, mais t'arrives pas à trouver un travail qui te correspond, on veut pas t'embaucher, ou on te demande de faire des choses qui correspondent pas à ce que tu es capable de faire. Tu as une copine, tu veux de l'intimité, mais tu peux pas parce que tu as un bracelet électronique, tu dois rester chez ta mère. Donc l'accumulation de tout ça, au final, tu te dis, putain, mais je suis dehors. Mais en fait, je suis pas libre. Je resterai un prisonnier à vie, en fait. Je suis sorti des murs, mais je suis dans une prison à ciel ouvert, en fait. Donc on est aujourd'hui en février 2021, ça fait 2 ans que tu es sorti de prison. Et selon toi, est-ce que tu as réussi à te réinsérer au bout de ces 2 ans? Pour pas vous mentir, je suis encore en pleine totale réinsertion. Aujourd'hui encore, à l'heure à laquelle je vous parle, je perçois des revenus qui sont le RSA. Je n'ai pas encore perçu de salaire,
Mais je suis encore en phase de réinsertion, ça prend des années. Ça prend des années dans mon cas à moi. Hein. Mais il faut dire aussi que j'ai fait un choix qui m'a un peu handicapé parce que je ne voulais pas rentrer dans le monde du travail. Je voulais travailler à mon propre compte. Je me vois plus comme un auto-entrepreneur. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés, c'est toujours les mêmes. Le logement. Quand tu sors de prison pour trouver un logement, c'est horrible. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille et du coup, j'ai été hébergé chez ma mère. Mais à un moment donné, il te faut ton intimité, il te faut, tu vois, t'as 35 ans, tu te retrouves chez ta mère. Mais je te parle de moi, le fait de pouvoir recevoir des amis, par exemple, tout ça, avoir mon propre espace. Donc, c'est le logement, le travail, l'emploi. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, on trouve pas du travail facilement quand on a l'étiquette du prisonnier. Après, on va dire que c'est le train de vie quotidien. Un exemple tout bête, c'est le moyen de déplacement. Aujourd'hui, si tu travailles pas, si les choses ne sont pas mises en place correctement, comment tu circules d'un point A à un point B? Comment tu prends les transports si t'as pas d'argent? Donc, heureusement qu'il y a des structures maintenant comme l'association Wake Up Café, qui arrivent à avoir des subventions qui permettent de pouvoir payer des abonnements à des sortants de prison. Mais vous imaginez que moi, j'ai vu des gens venir à l'association en disant oui, je fraude parce que j'ai pas d'autres moyens, je suis obligé de frauder pour me déplacer, pour venir ici. Et c'est là où l'association rentre vite un processus pour qu'ils puissent avoir des moyens de financement pour payer des abonnements. Tenue vestimentaire aussi. Demain, tu vas postuler pour aller à un emploi. Il te faut un minimum pour que tu puisses avoir un jean, une chemise qui passe. Tout ça, c'est des accumulations de difficultés qui, au final, elles pèsent lourd sur la balance. Donc au final, tu t'interdis de trop de choses. Tu te dis bon, je peux pas inviter quelqu'un boire un verre, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et au final, tu te rends compte que tu es encore en prison en fait. Et tout ça tourne autour de l'emploi et du logement. Si ces deux choses-là se simplifient pour un sortant de prison, à côté, on peut se reconstruire plus facilement. Et donc tu as parlé de Wake Up Café, l'association qui t'a aidé à te réinsérer. Comment t'as trouvé ce filon? J'ai trouvé ce filon parce que c'est une association qui est mise en place dans les prisons, qu'ils interviennent beaucoup en prison, donc on les connaît de la prison. Et j'ai un ami à moi qui était sorti grâce à cette association, qui m'en avait parlé. Du coup, je suis rentré en contact avec eux. Et après, moi, dans mon cas, j'avais déjà une formation dans la radio, mais je voulais un surplus, quelque chose en plus qui me permettait aussi de pouvoir avoir un suivi psychologique, tout ça. Donc j'ai fait un cumul entre ma formation radio et l'association Wake Up Café. Et du coup, l'association Wake Up Café m'a beaucoup aidé parce que aujourd'hui, le logement que j'ai, c'est grâce à eux. Ils m'ont mis en lien avec une structure qui s'appelle SNL, Solidarité Nouveau Logement. C'est grâce à Wake Up Café aussi que j'ai pu me retrouver devant la ministre pour faire un discours. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu me retrouver aux portes d'un casting pour faire une émission télé. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots justement par rapport à ce concours d'éloquence? Faut revenir un peu en arrière où l'association Wake Up Café a demandé si j'étais d'accord pour venir faire un discours devant la ministre au CESE. C'est le centre environnemental, social et économique voilà. Et du coup, je me suis retrouvé devant la ministre à faire un discours pendant 3 minutes pour parler des difficultés en prison et des difficultés à la réinsertion. Mon discours a été très bien reçu. Ce qui m'a amené à rencontrer la ministre un mois après à titre personnel. Et dans la foulée, comme Wake Up Café ont vu que je m'étais très bien débrouillé en éloquence ce jour-là, ils m'ont dit qu'il y avait un casting d'une émission télé qui cherchait des gens. Et au début, j'étais pas forcément motivé. J'ai cliqué sur mon téléphone, j'ai tapé le Grand Oral, France 2, et je tombe sur les jurys de l'émission précédente. J'ai vu Sonia Roland. J'ai rappelé de suite, j'ai dit Sonia Roland, c'était l'ancienne Miss France. Ils m'ont dit oui, j'ai dit c'est bon, inscrivez-moi à l'émission. Bon, elle n'était pas dans le deuxième volet malheureusement, mais je m'étais inscrit par rapport à ça au début. Ensuite, je m'étais inscrit aussi parce que je pensais que c'était une émission consacrée autour de la prison. Je me suis dit qu'il allait y avoir d'autres prisonniers qui vont venir aussi ce jour-là. En fait, non, j'étais seul prisonnier et chacun, il y avait des gens, il y avait à peu près 600 personnes sur l'échelle nationale. Hein. Il y avait même des Belges et tout. Et c'était des gens de la vie de tous les jours, quoi. Des écoliers, des humoristes, des comédiens qui sont venus. Et sur les 600, il fallait en prendre 9. J'étais censé avoir appris mon texte pour le réciter par cœur devant eux, sachant que mon texte, il était beaucoup basé sur le discours que j'avais fait devant la ministre. Donc je connaissais plus ou moins, dès que je suis arrivé au casting devant toutes ces personnes, j'ai dit la première phrase, après mon texte il est parti de ma tête. Donc j'ai fait mon texte à la lecture. Et quand tu fais un texte à la lecture, tu y mets moins d'énergie, tu y mets moins de punch. Ils sont quand même restés attentifs, pas autant que ils auraient pu l'être si j'avais pu le réciter. Donc au moment où je finis mon texte, je me dis c'est mort. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils me disent t'as été prisonnier de ton texte. Et du coup, on m'a demandé quelles sont tes motivations pour faire l'émission, qu'est-ce que tu attends de cette émission. Et là, j'ai posé ma feuille, et là, j'ai parlé. Là, j'ai parlé avec mes tripes. J'ai dit, voilà, moi, je sors de prison, je pensais pas que ça allait être aussi difficile pour moi. Aujourd'hui, voilà, et je sais que par mon parcours, j'ai un message à transmettre aux plus jeunes. Et je me suis dit que si je pouvais passer sur cette émission télé, ça permettrait de toucher beaucoup de jeunes. Et là, j'ai senti qu'ils étaient vraiment tombés du 7e étage, parce que j'ai réussi à les convaincre, en fait. Mon message, il était clair.
Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. On me dit, monsieur, vous avez été sélectionné. Vous faites partie des 9 finalistes. Vous allez faire le grand oral sur France 2. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment que t'as réussi à faire passer ton message avec le grand oral? Sur une échelle de 1 à 20, je m'attendais à être compris, écouté et que mon message passe à, je dirais 10. Au final, j'arrive à 25. Parce qu'au final, ce passage sur France 2, il m'a ouvert les portes dans tous les sens. Au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial. Parce que ça a été aussi une manière de rendre ma famille fière. Et de me mettre à nu en disant, voilà, j'ai déçu ma famille, j'ai déçu pas mal de monde. Aujourd'hui, je demande pardon, j'aimerais avoir une deuxième chance. Et au final, le cumul de tout ça, ça m'a donné une certaine crédibilité et un témoignage qui mérite d'être écouté par les plus jeunes. Donc aujourd'hui, voilà, je me mets en avant sur les réseaux sociaux. Je fais aussi beaucoup d'autres choses qui tournent autour du monde du cinéma. J'ai pu tourner dans un film qui justement aussi parle de la difficulté des jeunes placés dans les foyers, qui s'appelle Dans l'enfer des foyers. Et aujourd'hui, voilà, on a tourné un téléfilm où j'ai été casté, où j'ai eu le rôle de l'éducateur. Et voilà, j'en suis fier parce que ça rentre toujours dans les cordes de mon combat actuel, à savoir conseiller les jeunes, me battre pour que les jeunes ne puissent pas commettre les mêmes erreurs que moi. Donc aujourd'hui, voilà, j'arrive à faire le cumul entre mes interventions, parce que j'interviens aussi dans le milieu carcéraux, dans les établissements scolaires, dans des centres PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est mon travail aujourd'hui, si vous voulez. J'interviens, je fais des témoignages, j'échange avec les plus jeunes pour transmettre des messages positifs. Et aujourd'hui, entre mes interventions et le fait que je puisse aussi avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, ça me donne plus de crédibilité dans mon témoignage. Tu as créé une association, les Miradors. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, vu que j'ai été sollicité à la sortie du Grand Oral, à la sortie de toutes ces émissions, pour intervenir auprès des jeunes, il fallait que je crée ma propre structure. Après m'être concerté avec mes sœurs et tout, on a décidé de créer une association. Et donc, je savais que cette association elle allait me permettre de pouvoir être facturé, de pouvoir aussi postuler au travers de différents organismes. Mais arrivé un moment, il fallait trouver le nom de l'association. J'ai dit à mes sœurs, j'ai dit laissez-moi 48 heures, le mot il va venir, faut juste me laisser 48 heures. Sachant que j'avais une phrase déjà en tête, c'était de l'ombre à la lumière. J'avais cette phrase de l'ombre à la lumière, je vais avoir une idée qui va venir grâce à ça. Je crois que le lendemain de la réunion, je suis invité à une pièce de théâtre et je suis dans le public. Et à un moment donné, il y a un gros spot lumineux qui est justement fait pour le décor, qui nous aveugle comme ça. Et ce flash, il m'a fait penser à un mirador en fait. Et quand j'ai eu l'image du mirador, j'ai fait le lien avec de l'ombre à la lumière. Le mirador, il est placé à un endroit où à l'instant T, il a une vue sur le monde extérieur et le monde carcéral. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de l'association Les Miradors. J'ai un parcours quand même assez atypique, sachant que j'étais quand même footballeur professionnel, prisonnier. Et aujourd'hui, on peut me dire que je suis comédien, je suis un acteur. Et je pense qu'avec ces 3 passages de ma vie, j'arrive à interpeller les plus jeunes. C'est intriguant en fait de se retrouver face à quelqu'un qui était footballeur professionnel et qui a fait de la prison. Comment on passe du foot à la prison et comment après la prison on arrive encore à retrouver une place dans la société, à se retrouver sur les plateaux télé, tout ça. Ça interroge, voilà. J'ai la chance d'avoir un parcours qui interroge. Et à partir du moment où la personne elle s'interroge, c'est à moi de donner les bonnes réponses pour être cohérent et pour faire comprendre qu'au final j'ai fait des erreurs. Mais ces erreurs-là, tout le monde peut les faire, mais ces erreurs-là aussi, tout le monde peut vite les éviter. Il y a certaines familles qui m'ont dit « Mais Bruce, notre fils t'a écouté à toi, il t'a compris à toi, alors qu'on lui répète les choses depuis 15 ans. Toi, tu l'as dit dans la vidéo et il a compris. » Et je me dis, je vais profiter de mon statut alors du fait que si c'est à moi de le faire, je vais le faire. Je vous garantis que je vais le faire à l'échelle nationale s'il le faut. Et je vais m'investir pour qu'un maximum de jeunes puissent m'entendre. Donc l'association, elle me sert à avoir une structure qui me permet de pouvoir intervenir auprès des jeunes. Maintenant, on m'a conseillé de voir les choses en grand, pas se limiter à des témoignages. Il fallait que j'ai une structure. J'aurai bientôt des locaux pour mon association et multiplier les interventions. Pas me limiter à faire que des témoignages. Moi, ce que j'aimerais, sincèrement, c'est proposer du travail à des sortants de prison. Et quel travail je pourrais leur proposer, au-delà du fait que, bien sûr, j'espère avoir des partenaires bientôt qui pourront me permettre de placer des sortants de prison dans le monde du travail. Mais j'aimerais aussi qu'on ouvre un corps de métier qui serait justement de permettre aux sortants de prison qui ont pris conscience de leurs erreurs dans leur parcours, d'être confrontés comme moi devant d'autres jeunes et pouvoir aussi apporter leur témoignage. Moi, je raconte mon histoire parce que j'ai mon histoire à raconter. Mais il y a un tas d'autres détenus aussi qui ont leur histoire à raconter. Mais je connais un tas d'autres détenus qui n'ont pas joué au football professionnel, qui ont eu un tout autre parcours que le mien, mais qui ont une histoire qui mérite aussi d'être mise en avant. Donc, pour en revenir à la question que tu m'as posée, oui, j'espère grandir avec mon association et pouvoir me permettre d'embaucher
des sortants de prison et qui puissent, eux, percevoir un salaire, ce qui les aiderait à pouvoir se réinsérer et de faire une pierre deux coups avec le fait qu'ils puissent se servir de leurs erreurs et de sauver des jeunes de la galère. Lorsque je me suis retrouvé avec la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, Madame Belloubet, je pense sincèrement que c'était la première fois qu'elle a pu s'entretenir avec quelqu'un qui est sur le terrain et qui connaisse vraiment les vrais problèmes de la détention. Et lorsque les informations lui remontent, elle passe d'une personne à une autre. Et au final, la personne qui au départ a mal à la jambe, lorsque l'information arrive à la ministre, elle va entendre qu'il a mal à l'épaule. Et là, elle s'est retrouvée posée dans un bureau avec quelqu'un qui lui a dit « Non, mais en fait, madame, on n'a pas trop mal à l'épaule. L'épaule, ça va. On a vraiment mal ici, à la jambe. » Et là, le fait d'avoir eu cet échange avec moi, et je pense que là, elle a réalisé qu'en fait, peut-être qu'au niveau gouvernemental, en tout cas tout ce qui tourne autour du milieu carcéral, c'est même beau d'avoir des gens à qui on attribue des rôles, mais des gens qui n'ont jamais connu la prison. Des gens qui ne savent pas ce que c'est l'enfermement. Des gens qui n'ont jamais connu la souffrance qu'on peut endurer lorsqu'on sort de prison. Et que peut-être quelqu'un comme moi, des gens dans mon profil, on a notre mot à dire pour améliorer les conditions en détention, pour que les détenus puissent sortir dans de meilleures conditions, pour ne pas les inciter à récidiver, ce qui, au final, limite et protège des victimes. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut mettre des jacuzzis dans les cellules. Il faut les préparer à la sortie dans les bonnes conditions, sachant que peu importe si tu es incarcéré dans une prison 4 étoiles ou tu es incarcéré. Et ça, c'est une chose que même vous, aujourd'hui, grâce au confinement, vous avez pu ressentir. Avant le confinement, quand je parlais de la brutalité de l'enfermement, il y a beaucoup de gens qui ne me comprenaient pas. Aujourd'hui, on a été confinés et les gens se sont rendus compte que même avec Netflix, même avec le jardin, même avec la piscine, qu'à partir du moment où on leur interdisait de sortir de chez eux, bien déjà, ils sont devenus fous. Moi, j'ai jamais vu autant de sportifs à Paris, tu peux me dire ce que tu veux, il y a un problème. Moi, pendant le confinement, j'étais là, j'observais les gens, ça me faisait rire, moi, parce que moi, le confinement, pour moi, c'était facile. Mais quand je voyais ma mère qui tournait en rond dans l'appartement, qui commençait à attendre le discours de Macron, où à chaque fois, vous savez, quand il prolongeait à chaque fois, et qu'à chaque fois qu'il prolongeait, je voyais ma mère qui me regardait comme ça, qui éclatait de rire, je me disais, ouais, vous voyez ce que c'est l'enfermement. Tout ça pour dire que quand on te prive de liberté, à partir du moment où on t'a privé de ta liberté, t'as beau être dans les meilleures conditions, tu peux avoir un masseur ou une masseuse professionnelle dans ta cellule, tu peux avoir un jacuzzi, tu peux avoir accès à toutes les chaînes. Tant que t'es privé de liberté, l'enfermement, ça va te détruire. Tant qu'à faire, pourquoi nous mettre dans les mauvaises conditions, pensant que ça va arranger les choses, alors que ça les arrange pas du tout? Tu sors de prison, tu es énervé parce qu'on t'a maltraité. On t'a pas respecté en tant qu'être humain. Au final, tu sors, tu en veux à la société. Alors que si tu es enfermé et qu'on te traite comme un être humain, que ce soit dans la considération du salaire, que ce soit dans la manière dont on te parle, qu'on te fasse sortir dans les bonnes conditions, mais ça change tout. Tu sors, tu en veux à personne. On t'a respecté. Donc aujourd'hui, en plus de ton association Les Miradors, tu fourmilles un peu de projets. Tu viens de terminer ton premier film au cinéma et tu développes pas mal ton activité sur tous les réseaux sociaux et même récemment sur TikTok. J'ai compris à quel point les réseaux sociaux, ça pouvait être un outil de travail pour moi, dans la transmission de mon message, pour toucher les jeunes, parce que certes, je vais beaucoup au contact physique, quand je vais dans les prisons, dans les écoles, mais il y a beaucoup de jeunes que je peux atteindre aussi grâce aux réseaux sociaux. Pour atteindre ces jeunes sur les réseaux sociaux, il faut avoir de la visibilité. Donc tu utilises tous ces réseaux pour faire passer ton message principalement aux jeunes. Et si tu devais résumer ce message en quelques mots aux jeunes, qu'est-ce que ça donnerait ? Prends ton salaire, construis des choses concrètes de la vie. Tout ce que tu vas gagner avec l'argent facile, l'argent rapide, tu vas rien construire avec de stable. Ça va être un château de cartes en fait. Tu vas pouvoir monter, mais ça restera un château de cartes. Et le jour où quelqu'un va passer à côté, va tousser, frère, tu vas tout perdre. Il y a trop de choses qui vont faire que ton château de cartes, du jour au lendemain, il va tomber. Alors que quand tu travailles, tu fais pas de conneries, tu bâtis un avenir avec du ciment, avec des choses stables. C'est solide. Tu iras pas aussi haut qu'avec le château de cartes, mais au final, tu tomberas pas. Même si tu montes 1 étage, 2 étages, 3 étages. Dans ces 3 étages-là, tu as fondé une famille, tu as pu investir, faire en sorte que ta famille ne manque de rien. Donc voilà, c'est le message que j'essaie de transmettre aux plus jeunes.